la première partie de mon exposé porte sur déterminisme absolu et liberté. Alors, je commence par préciser ce que j'entends par déterminisme absolu et qui semble bien se trouver chez Spinoza assez clairement dès le premier livre de l'éthique, à savoir le fait que un état des choses étant donné, l'évolution ultérieure en découle de manière unique. Il y a une seule évolution possible des choses à partir d'un certain état de l'univers. Et par conséquent, ça entraîne en particulier, si vous voulez, ce qu'on exprime simplement en disant que les choses sont écrites d'avance. Tout est écrit d'avance. Alors, il y a une nuance, on peut faire une nuance entre le fait que tout soit écrit d'avance, du reste, tout pourrait être écrit d'avance n'importe comment, et ça ne serait pas exactement du déterminisme. Et puis, d'un autre côté, il peut y avoir ce déterminisme absolu et que l'on considère que malgré tout, tout n'est pas écrit d'avance parce que simplement les choses s'écrivent au fur et à mesure, mais elles s'écrivent au fur et à mesure de la seule façon possible. Donc, dans cette vision du déterminisme absolu qui semble bien être celle de Spinoza, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de doute là-dessus, tout ce qui suit Spinoza est inéluctable. Newton, Leibniz, la Shoah, la physique quantique, tout ça devait inéluctablement se produire et donc simplement inscrit dans les lois de la nature, quoi. Même si Spinoza ne connaît pas l'œuvre de Newton, mais c'est bien cette idée du déterminisme absolu. Alors, c'est une idée absolument extraordinaire, l'idée du déterminisme absolu. C'est donc clairement, enfin, dans un premier temps, assez clairement, l'impossibilité du libre arbitre tel que chacun de nous peut le concevoir, a priori. Enfin, si tout ne peut s'écrire que d'une seule façon, alors notre volonté n'est pas libre, c'est bien ce que dit Spinoza. Et c'est une idée tout à fait extraordinaire parce que, et même si ça n'est pas le chemin suivi par Spinoza, implicitement ça trace un raccourci immédiat avec la cinquième partie, avec le cinquième livre. Je veux dire avec la béatitude. Parce que si tout est absolument déterminé par l'état des choses à un certain moment et que tout le reste en découle, en un sens, c'est très reposant, quoi. Hein? Il n'y a qu'à laisser faire les choses. De toute façon, on ne peut pas faire autrement que de laisser faire, et il n'y a qu'à laisser faire les choses telles qu'elles se font. C'est les lois de la nature qui déterminent ce qui se fait, y compris pour ce qui concerne nos pensées, nos sentiments, nos actions, etc. Tout ça fait partie de la nature. Et donc, d'une certaine manière, l'idée qu'il y ait une intériorité humaine se dissout dans les lois de la nature. Et il n'y a pas, il n'y a rien à faire, il suffit de laisser faire. Alors, pourquoi je dis que ça trace un chemin direct vers la béatitude? Bon, parce que vous n'avez plus rien à faire parce que tout se fait de soi, quelle place il vous reste à occuper? Oh, disons celle du spectateur qui sait que ça n'est qu'un jeu, quoi. Ça se fait très bien, ou mal, c'est une idée qu'on peut avoir, mais les idées font partie de ce qui est déterminé par ce jeu-là. Et donc, celui de pur témoin, celui de pure conscience, en fait. Et de pure conscience intemporelle. Vous êtes cette pure conscience hors du temps qui assiste
un jeu qui se déroule de lui-même. Donc voilà, ça c'est la voie directe vers la béatitude. Et pourquoi béatitude? Parce que dans cette position de pure conscience intemporelle, il n'y a aucun obstacle. Tout simplement parce qu'il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a rien parce que tout ce qui est, tout ce qui, appartient au monde, appartient à la nature. Donc là, dans cette extériorité-là, il n'y a pas d'obstacle, c'est une forme de liberté. Il y a donc un raccourci d'ailleurs assez saisissant entre l'absence totale de libre arbitre et une liberté absolue, mais qui est en quelque sorte sans autre contenu que simplement cette conscience pure intemporelle. Voilà une première et fondamentale dimension de la liberté dans le déterminisme absolu. La deuxième, plus exactement, trois autres dimensions de la liberté, toujours dans le cadre du déterminisme absolu, peuvent se trouver dans ce que Spinoza développe, qui prend pas mal de temps et dans lequel on peut voir en effet une espèce d'anticipation de la psychanalyse, au sens où il s'agit de prendre conscience de ce qui nous détermine et que en prendre conscience augmente notre puissance d'agir, c'est-à-dire notre liberté. Alors notre liberté en quel sens? Avant de préciser ça, je voudrais quand même remarquer qu'il y a un paradoxe intéressant, c'est que cette deuxième dimension, celle disons, d'un accroissement de la liberté au sens de Spinoza par la connaissance de ce qui nous détermine, suppose quelque chose de fondamental qui est un nous qui soit déterminé, c'est-à-dire de n'être pas tout, d'être une partie de ce tout. Et évidemment, c'est là que se trouve le conatus, et qui est sans doute assez semblable pour un être humain et pour une pierre qui est lancée, et donc c'est une espèce d'inertie, quoi. Mais la pierre existe. C'est une réalité partielle, mais elle a quand même une certaine existence qui est soulignée par ce conatus. Alors, être une réalité partielle, dans ce cadre, il y a une espèce de paradoxe, je disais, parce que le déterminisme absolu, en un sens, nous dissout, c'est ce que j'appelle la voie directe, mais l'affirmation du conatus, qui est précisément l'expression pour Spinoza du déterminisme principal, finalement, nous fait réapparaître en tant que partie et affirme notre existence. Et c'est au sein de cette existence partielle, mortelle, limitée, avec de l'espace à occuper, dans lequel évoluer, du temps qui est le nôtre, qu'il peut y avoir la question des libertés concrètes, des libertés politiques, dont je parle tout simplement du fait de ne pas être en prison, par exemple, ou de ne pas être attaché avec des cordes sur je ne sais quoi. Bon. Donc, ça, j'en parlerai pas. Mais au niveau, justement, intérieur, puisque là réapparaît un espace intérieur, le fait qu'il y ait un dialogue entre les différentes parties en soi, on peut négocier pour finalement faire des choix. Ça suppose du temps de réflexion, par exemple, pour confronter plusieurs hypothèses quand on veut faire un choix. Alors, ça va dialoguer. Disons, en gros, l'idée, c'est que le plus fort va l'emporter. Hein. Si vous êtes un âne et que vous devez choisir entre deux seaux de nourriture, eh bien, le plus attrayant finalement l'emportera, mais évidemment la question qui est intéressante, c'est le cas dans lequel c'est aussi attirant à gauche qu'à droite. N'empêche qu'il y a tout cet espace de l'être partiel qui a une intériorité, qui a de l'espace et du temps
pour confronter les hypothèses qui vont conduire à un choix. C'est ce qu'on pourrait appeler le libre arbitre, un libre arbitre qui peut se dérouler parfaitement dans un cadre entièrement déterministe. C'est pas un problème. Et disons que ce qui participe à cette négociation intérieure, c'est pas uniquement des raisons objectives ou objectivables, ou c'est pas uniquement de la rationalité. C'est aussi, je sais pas, enfin tout ce qui nous anime et dont nous ne sommes pas conscients, nos idées inadéquates, etc. Bon. Et simplement, cette liberté-là, dans laquelle joue, y compris ce qui est confus pour soi-même et inconscient, enfin, pourrait être éclairci davantage. Et c'est ce que propose Spinoza, finalement. C'est de prendre conscience de ce qui nous détermine, de façon à ce que ce dialogue intérieur, ou cette négociation intérieure, se fasse sur des bases plus saines et qui libèrent notre puissance d'agir, dit-il. Et bon, il me semble que si on a déjà, par le chemin, par ce que j'ai appelé la voie directe, l'idée d'une béatitude possible, et de temps en temps une expérience de ça, ça doit aider. Au fond, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, hein, c'est qu'une joie plus grande nous libérera de nos servitudes, c'est-à-dire de nos addictions au plaisir, à la renommée, la richesse, ce que vous voulez. Donc, voilà. Et pour conclure cette partie, je dirais que, puisque une des figures qui, depuis un certain nombre d'années, se place dans ce cadre pour nous proposer une éthique d'aujourd'hui, s'appelle Henri Atlan, eh bien, je dirais que le projet d'Henri Atlan de proposer une éthique dans un cadre totalement déterministe, je pense que ce projet est réalisable et je pense qu'il apporte des arguments tout à fait considérables en ce sens, et tout cela est fort bien. Alors, je passe maintenant à ma deuxième partie sur l'indéterminisme et le libre arbitre. Car tout cela est fort bien à ceci près que le déterminisme absolu est une hypothèse parfaitement contestable. Donc j'ai déjà évoqué deux formes hein, qui sont tout est écrit d'avance. Alors ça, il y a parmi les scientifiques, chez les physiciens, c'est le cas de beaucoup de gens qui font de la relativité. Ils voient les choses comme ça, il n'y a plus du tout de temps là, à ce moment-là. Tout est spatialisé, tout est géométrisé. C'est pas obligatoire dans la relativité de penser de cette façon, mais il se trouve que c'est une déformation fréquente chez les gens qui font chez les relativistes au sens physique du terme. Bon, et j'ai évoqué le fait qu'il y avait une nuance avec le déterminisme absolu en tant que tel, qui ne dit pas exactement que tout est écrit d'avance, mais enfin, si les choses ne peuvent se dérouler que d'une seule manière, au fond, ça revient quand même à peu près au même. Je vais parler maintenant d'une forme affaiblie et que la philosophie pure ne peut pas connaître si elle ne passe pas par les mathématiques, et que j'appelle le déterminisme absolu faible. Alors, le déterminisme absolu faible, c'est le fait que le passé étant donné, un seul présent est possible. Et ça, à chaque instant. C'est-à-dire qu'à chaque instant, ce qui constitue l'instant présent est entièrement déterminé par ce qui a précédé. Et la différence avec le déterminisme absolu, il n'y a pas de différence dans le cas où le temps serait discret, parce que dans ce cas-là, vous avez une succession d'instants, et si ce qui se passe à l'instant n plus 1 est entièrement déterminé par ce qui se passe à l'instant n, eh bien ce que nous appelons en mathématiques le principe de récurrence permet de dérouler ensuite la succession des effets de manière unique, et donc dans le cas où le temps serait discret, ce que je viens d'énoncer coïncide avec le déterminisme absolu. Seulement, on utilise plutôt en physique,
temps continu. Et dans le temps continu, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de notion d'instant suivant ou d'instant précédent. Entre deux instants quelconques, vous avez une infinité d'instants. Et ça fait une énorme différence. Et alors par exemple, je ne sais pas si la notion de continuité, voilà, des fonctions continues, imaginez que ça c'est l'axe du temps, donc voici une fonction continue, en voici une autre, voici une troisième. Elles peuvent bien coïncider toutes jusqu'à un certain instant, enfin toutes celles que je considère là. On voici plusieurs qui coïncident jusqu'à un instant, mais qui ensuite se séparent sur des chemins différents. Alors, si je ne considère que des histoires continues, comme ça, dans cette hypothèse, ce qui se passe à chaque instant, quel qu'il soit, voilà un instant T1, est entièrement déterminé par l'état des choses aux instants antérieurs. Il suffit de faire ce qu'on appelle un passage à la limite, ce que permet la continuité. Mais si vous imaginez que tout ce qui se passe se déroule dans une certaine continuité, eh bien, si vous savez ce qui s'est passé il y a une seconde, eh bien, vous aurez une idée assez précise de ce qui se passe maintenant. Et si en plus vous savez ce qui s'est passé il y a 1 milliardième de seconde, eh bien, il n'y aura quasiment aucune erreur. Alors, ça c'est très intéressant parce que c'est absolument pas déterministe au sens du déterminisme absolu. Les bifurcations sont possibles à tout instant en restant dans le cadre de la continuité. Il n'empêche que dès lors que vous reconnaissez que vous ne pouvez strictement rien changer au passé, et dès lors que vous imaginez que le présent soit dans la continuité du passé, ça veut dire que le présent est inéluctable et que personne ne peut absolument rien changer ni au passé, ni au présent, qui est déterminé par le passé. Quant au futur, bon, on verra quand il arrivera. Hein. Donc, vous avez là quelque chose qui est, à certains égards, dans l'intuition qu'on peut avoir du déterminisme, mais qui pourtant permet absolument toutes les bifurcations et absolument rien n'est prévisible dans cette affaire. Voilà pour ce déterminisme faible. Il se trouve que c'est le cas de la physique classique. Ce que personne ne sait, à commencer par les physiciens et mes collègues mathématiciens. Je veux dire, peut-être que certains d'entre eux le savent, mais par mon expérience personnelle, en faisant des sondages, c'est un pourcentage infime. C'est-à-dire, alors, ça vient sans doute de, je ne sais pas exactement, c'est ce que j'appelle le refoulement lipschitsien. Il y a en mathématiques, donc ça s'apprend en première ou deuxième année après le bac, il y a un théorème qui s'appelle le théorème de Cauchy-Lipschitz et qui dit sous quelles conditions une équation différentielle, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons le type d'équation considérée par Newton s'agissant de décrire le mouvement des planètes, eh bien, dans quel cas il y a une propriété de déterminisme, c'est-à-dire que l'état du corps céleste considéré à un instant donné détermine entièrement, lorsqu'on est dans un champ de gravitation donné, par exemple on est du côté du Soleil, autour du Soleil, voilà une planète, on connaît son état, alors dans le cas de la physique newtonienne, son état consiste en quelque chose qui est malgré tout déjà un petit peu énigmatique, mais très intéressant, c'est sa position et sa vitesse. Donc, si on connaît, c'est-à-dire sa vitesse instantanée, c'est-à-dire si on connaît sa position et sa vitesse instantanée à un instant donné, tout le reste en découle de manière univoque. Tout le reste est entièrement déterminé. L'évolution ultérieure est entièrement déterminée. Et c'est une conséquence donc de ce théorème de Cauchy-Lipschitz que les étudiants de mathématiques et de physique apprennent, sauf que c'est un théorème qui a des conditions d'application. Il se trouve, même dans le cadre de la physique classique, que ces conditions ne sont pas toujours nécessairement satisfaites. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez concevoir une rampe dont la forme est telle que lorsque vous posez en un point d'équilibre, certes instable, mais imaginons que vous soyez capable de poser une bille de manière parfaite et qu'il n'y ait pas un souffle de vent, même quantique, autour de ce dispositif, vous pouvez poser sur cet équilibre instable une bille, et bien la forme de la rampe est telle
du fait que j'en ai écrit l'équation en sortant des conditions d'application du théorème de Cauchy-Leuschitz, la forme de cette rampe est telle que la bille se mettra à rouler quand elle le souhaitera. Pas vers le haut. Pas vers le haut, non, vous avez une rampe ici. Voilà, vous avez une rampe qui a une certaine forme, comme ça. Bon, elle a un sommet ici, et vous posez une bille, elle est immobile. Et les équations de la physique classique, en faisant certaines hypothèses simplement sur le fait que la bille va rouler sans glisser, ou qu'elle va glisser sans frottement sur la rampe, ce dispositif va se mettre en mouvement, on ne sait pas quand, peut-être jamais, à n'importe quel moment. Voilà. Ça, c'est ce qui est dans les équations. Ça, c'est dans les équations. Un autre dispositif du même genre, vous avez un point matériel dans l'espace à 3 dimensions, qui a une certaine masse, m, et la loi de la dynamique de Newton dit que l'accélération subie par ce corps va dépendre directement, va être proportionnelle à la force exercée sur cette masse, fait que vous pouvez définir un dispositif dans lequel vous exercez sur la masse en question une force qui dépend uniquement de l'histoire passée, du mouvement passé de ce point, par une règle très précise que je ne vous donne pas d'emblée tout de suite, mais que je peux avoir écrit sur une feuille et mis dans une enveloppe scellée avec un contrôle d'huissier, qui dit exactement à chaque instant quelle va être la force exercée sur la masse, uniquement en fonction de l'histoire passée de la masse en question, du point massique en question. Et de telle sorte que, alors là encore j'ai fait l'hypothèse j'ai fait l'expérience auprès de mes collègues, et tous m'ont dit que le mouvement de cette masse était entièrement déterminé. Et c'est absolument pas le cas, donc j'ouvre l'enveloppe, toujours sous le contrôle d'huissier, et j'explique la façon dont cette force est définie. Je prends pour force l'accélération à chaque instant, telle qu'on l'obtient par passage à la limite en regardant l'histoire de l'accélération dans les milliardièmes de seconde qui précèdent. Alors, quand on écrit l'équation, on obtient f égale m gamma avec gamma, disons m égale 1 pour simplifier, on obtient l'équation f égale gamma avec gamma égale f, c'est-à-dire gamma égale gamma, c'est-à-dire 0 égale 0, ça ne vous donne strictement aucune information, et tous les mouvements possibles, même des mouvements qui ne seraient pas continus, à vrai dire, sont solutions de cette affaire-là, qui semblait pourtant entièrement déterminée, puisque à chaque instant, le système causant le mouvement était lui-même entièrement défini par l'histoire passée. Là, qui est assez curieux, mais facile à vérifier dans les équations. Nous sommes donc conduits déjà dans le cadre de la physique classique, dès lors qu'on la pousse un petit peu dans ses retranchements de la manière que je viens d'indiquer, nous sommes donc déjà conduits à considérer qu'il y a de l'indéterminisme dans le cadre de lois qui semblaient être totalement déterministes. Et du coup, on est conduit à penser l'indéterminisme, et vous voyez les bifurcations, là, à quel moment le choix se fait. Bien, quand on regarde les choses de près, la réponse c'est quelque chose du genre, c'est pas, disons, si on regarde un instant zéro, à l'instant zéro, l'état est le même pour toutes les trajectoires considérées. À un instant ultérieur, c'est trop tard, le choix est déjà fait. Donc le choix se fait entre l'instant zéro et tout instant ultérieur, aussi près soit-il dans le futur. Maintenant, c'est trop tôt, dans un milliardième de seconde, c'est trop tard. C'est quelque part entre les deux. C'est ce qu'on pourrait appeler zéro plus, quoi, en mathématiques. Et ce zéro plus, en fait, il est hors du temps.
Et le raisonnement que je viens de faire, il marche aussi bien en temps discret, c'est-à-dire que quand vous avez plusieurs possibilités entre maintenant et tout à l'heure, maintenant le choix n'est pas encore fait, tout à l'heure il aura déjà été fait. C'est donc que le choix se fait entre maintenant et tout à l'heure, là où il n'y a pas de temps. Hein. Dans le temps discret, je veux dire, le tout à l'heure c'est l'instant suivant, entre l'instant présent et l'instant suivant, il n'y a pas de temps en temps discret. Qu'on fasse le raisonnement en temps continu ou en temps discret, on trouve que l'instant du choix est hors du temps. Alors, si on a déjà, dès le début, suivi le raccourci vers la conscience intemporelle que le déterminisme absolu nous indiquait lui-même, on n'est pas totalement dépaysé de trouver quelque chose qui soit hors du temps, finalement. Voilà. Donc, je remarque maintenant un deuxième refoulement. J'ai parlé là du refoulement lipschitzien. Un deuxième refoulement, c'est le refoulement quantique, qui est, heureusement le mot a été prononcé tout à l'heure par René, mais il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est dans l'excellent numéro spécial de Philosophie Magazine consacré à Spinoza. Bon, enfin, ils se sont trompés, ils ont mis Spinoza à l'envers, mais à part ça, tout est très bien, on peut le voir dans tous les kiosques. Bon, il est très, très bien fait, on y trouve aussi des gens qui ont été cités tout à l'heure, comme Lordon, Negri. Bon, c'est pas la partie que j'ai préférée, mais chacun ses goûts. Et à Clan, absolument, non mais tout le monde est là, et même Comte-Sponville, bon, tout le monde est là. C'est très bien. Mais, bon, j'ai pas absolument tout lu, mais j'ai pas vu le mot quantique, et c'est quand même curieux. C'est quand même curieux parce que s'il y a bien dans la science un développement qui nous oblige à sortir d'une pensée purement déterministe, c'est malgré tout la physique quantique. La physique classique, les gens, je vous dis, ne s'en sont pas rendus compte, bien que ce soit absolument incontestable, mais c'est bien la physique quantique. Comment ça fonctionne en physique quantique? Vous avez toute une part absolument déterministe, hein, ce qui régit, enfin, ce qu'on appelle l'équation de Schrödinger, bon, je ne vais pas développer, mais enfin, il y a une part non déterministe, purement aléatoire, et voilà, il y a quelques irréductibles qui sont convaincus qu'on finira par trouver une description purement déterministe de la physique quantique, mais enfin, ils sont plus tellement nombreux aujourd'hui. Bon, c'était le cas d'Einstein, mais il m'a été rapporté, et je n'ai pas trouvé de traces de ça, mais il faudrait bien lire sa correspondance, que Einstein, bon alors tout le monde sait qu'en physique, Einstein croyait au déterminisme absolu. À vrai dire, il avait une vision géométrique, quoi, vraiment, spatialisée. Tout est écrit. Spinozienne, oui, il s'en revendiquait volontiers de Spinoza, et pour ça d'ailleurs, disons pour ça, parce que ce déterminisme absolu était identifié à l'idée de rechercher la cause des choses. Évidemment, pour un scientifique, rechercher la cause des choses, c'est la moindre des choses, sauf que on peut penser un déterminisme qui ne soit pas absolu. Ça n'était pas le cas d'Einstein. On m'a rapporté qu'après la Shoah, il est revenu sur cette idée du déterminisme absolu. Et que, c'est-à-dire que c'est vraiment taraudé par la question de la responsabilité des bourreaux qu'il aurait remis en question cette croyance, au fond, du déterminisme absolu. Donc, quand on regarde, je reviens à la physique quantique, qui semble bien, sur ce chapitre-là, avoir gagné contre la conception d'Einstein, à savoir que l'indéterminisme est incontournable, on a à la fois du déterminisme et de l'indéterminisme. Le débat entre déterminisme et libre arbitre n'est pas un débat entre déterminisme absolu et libre arbitre absolu. Il est entre un déterminisme partiel, il y a des déterminations très fortes, et la physique quantique est certainement en physique la science qu'on a vérifiée avec le plus de précision. Donc le déterminisme, il existe, simplement il n'est pas absolu, et la question du libre arbitre, alors je vais y finir pour conclure mon exposé, mais je voudrais, avant de conclure, parler d'une version encore plus faible
du déterminisme, une version ultra faible. C'est simplement le fait que les choses sont telles qu'elles sont. Voilà. Alors, ça n'a plus rien à voir avec le déterminisme au sens de ce qui détermine l'évolution dans le temps d'un système, mais c'est simplement, bon, c'est une version du principe de réalité, quoi. Et les choses sont telles qu'elles sont, et elles sont telles qu'elles sont à l'instant présent. Il n'y en a pas tellement d'autres dans lesquels on puisse faire une expérience quelle qu'elle soit. Donc les choses sont telles qu'elles sont. Quand je raccroche, si vous voulez, ce principe de réalité-là au déterminisme, c'est aussi avec l'idée que, comme le déterminisme absolu, et comme le déterminisme absolu faible dont je parlais tout à l'heure, dans lequel personne ne peut changer ni le passé, ni le présent qui est dans la continuité du passé, ni rien d'autre, parce que, bon... eh bien, le principe de réalité, compris de cette manière, nous conduit également directement à la béatitude, parce que, sachant qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour changer ce qui se présente maintenant, ce qui est, eh bien, simplement, on ne peut que l'accueillir, et ça nous propulse dans cette dimension d'accueil fondamentalement, enfin, sous le signe d'une conscience intemporelle, je dirais. Bon. Alors, il n'empêche que, évidemment, en même temps, il y a ce que j'ai amené, le zéro plus, qui travaille ça. Le zéro plus, c'est d'ailleurs les germes du futur. C'est-à-dire, plein de possibilités à venir. Alors, je vais faire très rapidement référence à ce qui constitue mon travail de recherche depuis un certain nombre d'années. Voilà, j'avance assez lentement, mais la matière est difficile. Et ça concerne l'interaction entre des systèmes dynamiques que j'appelle ouverts, justement parce qu'ils sont susceptibles d'entrer en interaction les uns avec les autres. Et il se trouve que, pour des raisons que je ne vais pas raconter aujourd'hui, ces systèmes susceptibles de rentrer en interaction les uns avec les autres fonctionnent à partir de temporalités qui sont extrêmement diverses. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du temps continu, du temps discret, mais il peut aussi y avoir du temps circulaire, il peut aussi y avoir du temps arborescent, et il peut aussi y avoir du temps zéro, c'est-à-dire l'absence de temps, c'est-à-dire quelque chose que j'appelle intemporel. Et j'ai découvert, sans l'avoir cherché, que non seulement une dynamique temporelle pouvait influencer, une dynamique intemporelle pouvait influencer une dynamique temporelle, et ça on pourrait dire que c'est le destin, quoi, c'est-à-dire les choses sont écrites à un niveau intemporel et ensuite se réalisent ou sont suivies par une dynamique temporelle, mais chose beaucoup plus surprenante, j'ai découvert aussi qu'une dynamique temporelle, et en particulier, bon, la plupart de mes dynamiques sont non déterministes. Donc, qu'une dynamique temporelle non déterministe, dans laquelle, genre, la vie se met en marche quand elle... Je dis quand elle le veut. Bon, je ne suppose pas que la vie ait une conscience quelconque, hein, je suppose qu'elle existe, mais c'est quand même l'expression qui vient naturellement à l'esprit, c'est-à-dire ça se met en marche quand ça veut, quoi. Hein. Non pas au sens où elle serait consciente, mais au sens où personne ne contrôle et ne peut contrôler son départ. Donc, dans ce sens, voilà, une telle dynamique non déterministe peut aussi influencer une dynamique intemporelle, c'est-à-dire trouver à s'inscrire d'une certaine manière dans de l'intemporel. Donc, du côté de la tradition juive, ça a fait penser au fait d'écrire comment on dit, que son nom soit écrit dans le grand livre de la vie. L'inscription de ce qui aura été en fait l'exercice de la liberté, en tout cas sous le signe de l'imprévisible, du non déterminé à l'avance, trouve à s'inscrire hors du temps. Et l'étude de ces dynamiques-là est quelque chose de tout à fait troublant. Malheureusement, c'est difficile à partager, même avec mes collègues mathématiciens, ça prend du temps, parce que pour l'instant, c'est quelques dizaines de pages avec beaucoup de formules un peu... enfin, c'est
même pour moi, de relire, c'est pas toujours facile, mais ça fonctionne. Et je suis en train de développer tous ces exemples, et ça sera, je l'espère, de plus en plus lisible. Il y a toutes sortes de phénomènes dans l'interaction de ces dynamiques. Par exemple, si vous faites interagir deux dynamiques déterministes entre elles, eh bien, ça peut produire une dynamique non déterministe. Hein. C'est ce que j'appelle les deux clowns. Chacun des deux va être entièrement déterminé par la règle suivante: tu dois faire exactement comme l'autre. Simplement, ensemble, ils font ce qu'ils veulent, si vous voulez, à suivre cette seule règle-là. Voilà. Ils doivent faire en même temps que l'autre, la même chose que l'autre. Hein. Le singer, mais de manière simultanée. Voilà. Donc, chacun est entièrement déterminé par ce que fait l'autre. Il n'a pas le choix, il ne peut pas faire autre chose que ce que l'autre fait. Mais les deux, ensemble, dès lors qu'ils font la même chose, font ce qu'ils veulent. Donc, ça veut dire que le déterminisme absolu n'est pas une notion stable, en un sens, et que le bon cadre, où le déterminisme va jouer tout son rôle, très important, est au fond un cadre non déterministe. Alors, pour conclure, et là j'ai trouvé une expression, au-delà du principe de réalité, mais ce n'est pas exactement ça, c'est, disons, au-delà de la notion d'état. D'état. Parce que, à partir de Newton, hein, je disais tout à l'heure, et puis après ça sera effectivement exprimé par Laplace d'une façon qui s'est inscrite dans l'idée qu'on a du déterminisme et de ce que sont les systèmes dynamiques, ce sont des choses qui sont susceptibles d'être dans un certain état. Et le déterminisme, c'est que si vous connaissez l'état du système à un certain moment, les états ultérieurs en découlent. Donc tout repose sur cette notion d'état. Mais voilà, le libre arbitre, donc je vais revenir sur cette notion d'état dans un instant, mais le libre arbitre, on peut le penser, me semble-t-il, à la rencontre de trois dimensions, qui sont la conscience. Il faut qu'il y ait la conscience de quelque chose. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour être libre. Et il faut, ça aide, je ne sais pas, enfin, de l'indéterminisme. Et chacune de ces trois notions, conscience, le fait qu'il y ait quelqu'un, c'est-à-dire une partie d'une totalité, mais une partie qui affirme son existence, qui affirme une unité. Au fond, c'est le conatus. Et puis l'indéterminisme. Chacune de ces trois notions est difficile à penser. Mais il est intéressant de l'aborder avec les mathématiques. Est-ce qu'on peut mathématiser l'idée de conscience? Et là, on a des pistes, notamment avec ce que Badiou n'a pas considéré, mais qu'il pourrait faire, c'est les hyper-ensembles, qui sont des ensembles qui s'appartiennent à eux-mêmes. Et à ce moment-là, on se rendrait compte que le fait de s'appartenir à soi-même n'est pas forcément le fait de la totalité de tout, qui au passage, entre-temps, est devenu un concept un peu inconsistant, ce qui a donné des choses du genre le monde n'existe pas. Mais on peut s'appartenir soi-même. Il y a ces hyper-ensembles qui donnent une piste, au sens où, je dis que ça donne une piste au sens où la conscience, en tout cas la conscience intemporelle que j'évoquais tout à l'heure, la conscience absolue intemporelle, elle est fondamentalement conscience d'être conscience à l'infini. Donc voilà, ça c'est susceptible d'être peut-être mathématisé. Il y a des gens qui ont travaillé, pas nombreux, mais il y a des gens qui ont travaillé dans cette direction. Le fait qu'il y ait quelqu'un, une partie qui s'affirme comme réellement existante, là, eh bien, on peut rapprocher ça de la notion de point générique, également évoquée par Badiou parfois. Cette notion de point générique, elle permet effectivement de se rendre compte que une vision mathématique ou physique de l'univers ne dissout pas nécessairement tous les êtres dans la totalité. Et qu'il y a la possibilité, comme ça, de construire et de prendre de l'espace, du temps, ce que je disais tout à l'heure, comme nécessaire à pouvoir simplement réfléchir, évaluer les choses et faire des choix.
Et puis l'indéterminisme dont je viens assez longuement de parler. Et donc avec tout ça, le libre arbitre reste peut-être une fiction. Emmanuel Brassa exprimait tout à l'heure quelque chose de la pensée de Spinoza en disant la volonté est une fiction, mais j'ai envie de dire, en utilisant l'expression de Leibniz, alors qui s'applique merveilleusement bien dans l'histoire des mathématiques, une fiction utile. Fiction utile, ça veut dire qu'on peut voir comment la pensée va osciller, circuler entre l'idée effectivement de fiction et l'idée, lorsque le formalisme finit par pouvoir être constitué, qu'il y a là des choses absolument réelles. Hein. Un des exemples, il y en a plein, qui sont tous merveilleux. Un des exemples, c'est, je crois bien que c'est Descartes qui a baptisé imaginaire les nombres, et par la même occasion réels, ceux qui n'étaient pas imaginaires, donc les nombres, ces fictions découvertes à la fin de la Renaissance italienne par Cardan. Cardan, lui, les avait appelés sophistiques. Hein. Mais n'empêche que c'est devenu une réalité mathématique absolument fondamentale. C'est le même sort aura été celui de, par exemple, des infiniment petits. L'histoire est assez longue et passionnante des infiniment petits, ou encore, par exemple, les distributions de Dirac, dont je ne parlerai absolument pas aujourd'hui, mais qui ne sont peut-être pas totalement étrangères à l'idée qu'une chose puisse être cause d'elle-même, ce qui est assez singulier, mais qui serait quelque chose comme l'incarnation dans une chose limitée, particulière, de qualité que Spinoza a clairement attribuée à Dieu. Alors, pour conclure, je dirais que, et notamment dans l'étude que je fais de ces dynamiques diverses, avec des temporalités diverses en interaction, ce qui se révèle, et qui est une chose qu'on constate aussi dans les différents formalismes de la physique quantique, c'est que la notion d'état trouve une certaine limite. C'est-à-dire qu'on peut être simultanément dans plusieurs états, on peut aussi parfois n'être dans aucun état, et puis ça va dépendre des formalismes. Et donc, de la même façon que le zéro plus tout à l'heure, finalement, comment trouve-t-il à s'inscrire dans l'instant présent? Et déjà, depuis Newton, dire que l'état, à un instant donné, d'un corps qui se meut, c'est sa position et sa vitesse, sachant que cette vitesse n'existe qu'à faire appel à au moins un tout petit peu de passé et un tout petit peu de futur. Vous voyez comment ça déborde, quoi. Hein. Donc, dans cet instant présent, dans ce point mathématique, se trouve inclus et en déborde un peu de passé, un peu de futur, ce que j'ai appelé tout à l'heure les germes du futur, le zéro plus, des états qui finalement peuvent être multiples ou inexistants. La notion d'état vient à être dépassée, c'est-à-dire que on ne sait pas même ce qu'on est, quoi, vraiment. Hein. Et voilà, je conclurai là-dessus. J'ai compris. Hein. Je vais dire, ça concerne le sujet de la négation, parce que la vie ne fait pas le moi neutre. Alors,